Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Carrefour des valeurs. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons M. Babacar Ba, banquier et consultant international. Il est actif au sein de la diaspora africaine en Europe. Avec lui, on parlera du rôle économique de la diaspora sur le développement en Afrique en général et du Sénégal en particulier, ainsi que les enjeux majeurs pour une meilleure mobilisation de ces flux au service de nos pays. Bonjour. Bonjour, Papata. Vous êtes banquier de formation, directeur général de Bank of Africa pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes directeur commercial et de développement de Self-Seifu of Solutions. Voilà, une multinationale spécialisée dans les services financiers mobiles. Ça vous va comme présentation? Non, merci beaucoup. D'abord, Papata, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier la Mourchid TV, l'ensemble de vos collaborateurs, en tout cas pour ces échanges. Et donc vous rendre aussi un vibrant hommage, vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous abattez, pour la mobilisation aussi et la mise en valeur des talents du Sénégal, aussi bien de l'intérieur comme de la diaspora. Effectivement, je suis Babacar Ba, j'ai 44 ans, je suis sénégalais, mais je n'ai pas fait des études de banque. J'ai fait plutôt des études de droit, puis de sciences politiques, de relations internationales, et je suis diplômé de sciences politiques à Paris, puis New York, et puis après l'expérience de la vie a fait que quand j'ai terminé mes études à Paris, puis à New York, le premier travail que j'ai trouvé était dans le milieu bancaire. Et c'est comme ça que l'expérience bancaire a commencé. Et au fil des ans, d'expérience en expérience, donc j'ai quitté Paris où j'habitais depuis 15 ans pour m'installer depuis maintenant 6 ans à Marseille où je dirigeais le groupe Bank of Africa. Et puis, il y a un an, j'ai rejoint le groupe Safe Solutions, qui est une entreprise spécialisée en services financiers mobiles, où je suis le directeur du développement commercial du groupe. Et en même temps, je suis le directeur général de MPOK Europe Limited, qui est basé à Londres, qui est la filiale d'opération à Londres, et de MPOK France, qui est la filiale française. Donc, MPOK étant la marque commerciale de Safe Solutions Group. On va y revenir. Parlons de la diaspora. D'après un récent rapport de la Banque mondiale, 66,5 milliards de dollars étaient reçus par l'Afrique venant de sa diaspora. En quoi cette manne financière peut impacter le développement en Afrique? Merci. Alors, comme vous dites, effectivement, la diaspora aujourd'hui, tout le monde le sait, est une nouvelle source de financement des pays du Sud. Donc, vous l'avez bien dit, c'est à peu près 67 milliards de dollars qui ont été transférés vers l'Afrique et concrètement vers l'Afrique subsaharienne, donc 40 milliards de dollars. Puisqu'après, il y a le Maghreb donc, qui fait partie de ces 67 milliards de dollars. Mais pour l'Afrique subsaharienne, c'est 40 milliards de dollars. Et si on prend le cas spécifique du Sénégal, nous sommes aux alentours d'environ de 1000 milliards. 1000 milliards, c'est à peu près 10% du PIB du Sénégal que des Sénégalais de l'extérieur ont envoyé dans le pays. Donc naturellement, les premiers enseignements qu'on peut en tirer, c'est que au niveau macroéconomie, cet argent qui est important permet de stabiliser la balance des paiements extérieurs, et au niveau microéconomie, ça participe à la réduction de la pauvreté, puisque les familles qui reçoivent des transferts d'argent augmentent systématiquement leurs dépenses de consommation, dépenses de santé. Par contre, il est vrai que ces sommes qui sont importantes et qui ont dépassé l'aide publique au développement et qui sont plus stables que ce que l'on appelle les investissements directs étrangers, parce que ces montants ne sont pas soumis à des conditionnalités de retour. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'effectivement ces sommes importantes ne permettent pas aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas mobilisables pour pouvoir financer le développement de nos pays du Sud. Pourquoi? Parce que nous savons qu'entre 65 et 80% de ces montants, c'est de la consommation, c'est du cash à cash. C'est-à-dire que l'argent répond à des besoins d'urgence pour se soigner, pour se nourrir. Maintenant, les grands enjeux, nous avons deux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés. Au moment où, effectivement, l'aide publique au développement baisse, les investissements directs étrangers stagnent, cet argent continue d'augmenter. Le premier enjeu, c'est comment baisser les coûts de transfert d'argent vers la zone Afrique, puisque c'est la zone qui coûte la plus chère, contrairement à la zone Asie. Les coûts sont entre 10 et 12% en zone Afrique. Donc, il faut baisser les coûts. Parce que quand on baisse les coûts, on baisse aussi la part de l'informel et on accélère en tout cas la croissance. Et deux, comment impacter ces sommes pour financer le développement
de nos pays du Sud. Ça veut dire que nos banques doivent pouvoir mobiliser l'épargne des migrants et c'est effectivement tous les enjeux que nous sommes en train de discuter. Comment faire pour que cet argent puisse servir aussi à financer des économies, c'est-à-dire que les banques puissent pouvoir capter, mobiliser. Et il y a des travaux extrêmement et des exemples très intéressants comme la bibancarisation qui doit permettre aux banques africaines de venir collecter dans les pays du Nord l'argent des migrants pour pouvoir activer d'autres leviers. Vous avez parlé de 10% en fait que ça représente tout ce transfert d'argent. N'est-ce pas un soutien infaillible à l'économie nationale? Absolument. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, ces 10%, aujourd'hui, la diaspora est devenue une nouvelle source de financement de nos pays. Mais il faudrait que nos États puissent aussi accompagner cela par de véritables politiques publiques pour mieux prendre en compte de façon effective les besoins de la diaspora. Il ne s'agit pas simplement de dire que nous envoyons 10% du PIB, parce que ça c'est la réalité. C'est la réalité, nous envoyons 10%. Mais quand des fils du Sénégal ou de l'Afrique sont à l'étranger, envoient 2 fois l'aide publique au développement. Et comme on a dit tout à l'heure, ce sont des devises plus stables que les investissements directs étrangers. Quand un investisseur étranger amène 100 milliards au Sénégal, dans quelques années, il va récupérer son capital, 100 milliards plus des bénéfices. Nous, quand nous envoyons 100 milliards, on ne les récupère pas. Ça veut dire que c'est des devises, c'est des ressources plus stables pour consolider la balance des paiements extérieurs. Donc, maintenant, comment faire pour mieux stimuler la participation financière de la diaspora? Je pense que c'est de cela qu'on appelle nos États. C'est l'émission de bons diaspora qui permettrait une meilleure mobilisation des ressources de la diaspora pour qu'on passe juste de l'étape de consommation et augmenter la proportion de l'investissement, puisque entre 65 et 85%, c'est de la consommation. C'est le reste, les 15%, qui sont destinés soit à l'investissement locatif d'habitat ou de l'épargne. Il faut qu'on augmente la part de cet argent-là. C'est-à-dire que nos États, comme l'ont fait le Maghreb, par exemple, les États du Maghreb, nous devons mettre sur la table, autour de la table, tous les acteurs, aussi bien banques, les institutions financières, les sociétés de transfert d'argent, pour voir comment on peut arriver à une mobilisation des fonds. Je rappelle que le Nigeria aujourd'hui, quand on fait du transfert d'argent au Nigeria, la personne à l'autre bout doit avoir un compte bancaire. Et là, on pousse les gens à les bancariser. Quand on bancarise les gens, l'argent passe par des comptes. Et là, les banques peuvent mobiliser l'épargne. Mais là, vous parlez que la plupart de cet argent est utilisé pour la consommation. Mais la consommation aussi, c'est une donnée essentielle sur la santé économique d'un pays. Absolument. C'est très intéressant puisqu'effectivement, les études démontrent qu'on participe à réduire drastiquement la pauvreté, puisque les familles qui reçoivent du transfert d'argent augmentent leurs dépenses. Mais il y a un autre, le revers de la médaille, c'est que aussi cette croissance-là, cette consommation intérieure qui s'accélère, on ne la ressent pas puisqu'on est aussi tout le temps des pays exportateurs, des pays importateurs. Ça veut dire que cette croissance-là n'est pas véritablement ressentie puisqu'après c'est d'autres sociétés, d'autres entreprises aussi qui amassent ces dépenses de santé. Et donc c'est là où c'est important que l'on puisse aussi, quand aujourd'hui on arrive, il y a des projets que nous pouvons faire financer, ne serait-ce que par l'émission de bons diaspora, puisque quand des gens envoient 10% du PIB, sans aucune, juste pour faire manger les gens, je pense que si nos États mobilisent encore davantage d'énergie, d'intelligence pour pouvoir mieux inciter la participation financière, on peut arriver sur ce que les grandes diasporas comme la diaspora juive ou la diaspora chinoise ou même indienne ont fait, c'est-à-dire mettre en place de véritables fonds, mettre en place des banques d'investissement pour accompagner les projets d'investissement, de création de valeur d'entreprises de ces enfants du Sénégal en dehors des frontières et aussi de pouvoir accéder aussi à un financement au Sénégal quand il y a quand il y a un besoin de création d'entreprise. Et c'est tout le sens du Fonds solidaire de la diaspora que nous sommes en train de monter. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le Sénégal, selon la Banque mondiale, soit le premier pourvoyeur de l'espace UEMOA, 40% des flux envoyés sont sénégalais? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette particularité? Vous savez, dans la structuration en Afrique, vous avez quelques pays qui sont les plus grands pays. Vous avez l'Égypte, vous avez le Maroc, le Nigeria, qui reçoivent beaucoup d'argent, sur en tout cas les 40 milliards de dollars. Et le Sénégal est premier après dans l'espace francophone, en tout cas dans l'Afrique subsaharienne, en dehors du Nigeria. Donc le Sénégal arrive devant le Mali. Parce que le Sénégal a une grande diaspora, en dehors de ses frontières, on parle d'à peu près 4 millions de Sénégalais. Et il y a aussi cet ancrage social qui est très fort, qui fait que les Sénégalais, partout où ils sont dans le monde, ont cet ancrage social-là par rapport au pays. Et donc ça c'est aussi culturel par rapport à nous. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est comment maintenant mobiliser
cette épargne, comment mobiliser cet argent. Et ça aussi, comme je dis, il faut qu'il y ait une volonté très claire en mettant autour de la table tous les acteurs concernés pour qu'on puisse trouver les voies et moyens de mieux mobiliser cet argent, puisque c'est une nouvelle source de financement. Ça veut dire quoi? Nous devons imaginer la diaspora, comme on dit souvent, non pas comme simplement un territoire électoral, mais comme de véritables partenaires au développement, au même titre que les institutions internationales et les investissements directs étrangers. Quelle est la part de l'informel dans ces transferts d'argent? Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures non informelles, ou des amis, les GP et tout ça, qui vont mais qui n'ont pas de traçabilité. Bien sûr. Alors, vous savez, la part de l'informel, elle est aujourd'hui à moins de 20%. Pourquoi? Puisque, vous savez, quand on a accéléré la concurrence, on a baissé les coûts et donc forcément, les gens se sont rendus à l'évidence qu'il vaut mieux passer par les circuits formels parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Donc, plus on va baisser les coûts de transfert, rappelez-vous, ça fait partie, c'est le premier enjeu, plus on va baisser la part de l'informel. Parce que quand il n'y avait qu'un seul acteur sur le marché qui fixait ses prix, forcément, ça coûtait très cher. Et donc là, on donnait l'argent au cousin qui mettait l'argent dans sa valise pour partir. Mais aujourd'hui, vous savez que les conditions, en tout cas les lois anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme et le financement, en tout cas des activités terroristes, fait que nous devons être très vigilants sur ces aspects-là. Et donc, plus nous allons accélérer la concurrence, plus on va baisser, c'est la logique de marché, on va baisser les coûts, et plus on baisse les coûts, il faut savoir qu'on baisse la part de l'informel, puisque envoyer de l'argent devient maintenant accessible à tout le monde. Et là, on peut aussi tracer tous les circuits de transfert d'argent pour aussi augmenter la part de la collecte des impôts aussi de ces entreprises. Si on prend l'exemple du Mali, selon la Banque mondiale, 60% des infrastructures au Mali sont financées par les Maliens de France. Comment peut-on arriver à ce résultat si on prend l'exemple de ce Mali pour notre pays, le Sénégal? Effectivement, je pense que pour arriver à ça, puisque la vision malienne répond à peu près à ce que... Parce que vous savez, il y a trois visions dans le transfert d'argent. Il y a la vision anglo-saxonne, que nous avons déclinée tout à l'heure, c'est de fait de libéraliser le marché, d'accélérer la concurrence, de baisser les coûts. Ça, c'est la vision anglo-saxonne du marché. La vision hispanique du marché, c'est ce qui est utilisé par les Marocains, c'est la bibancarisation. Ça veut dire on dit aux banques du pays, des pays du Sud, de venir ouvrir des comptes, ce qu'on appelle les comptes diaspora. Et donc ça, c'est le concept de bibancarisation. Et donc on dit que si les banques viennent ici, on bancarise les gens depuis le pays d'installation vers le pays d'origine. Et là, ça permet aux banques de mobiliser l'argent. Et ça, c'est la vision hispanique du transfert d'argent. Et la dernière vision, c'est la vision francophone qui est axée sur le co-développement, c'est-à-dire utiliser les ressources pour participer au développement là-bas. Et c'est ce qu'effectivement les Maliens font, donc cette vision de co-développement. Maintenant, pour faire ça, il faut effectivement les importants flux qui arrivent du Sénégal, qui représentent 10% du PIB, pour que l'on puisse, parce que ça c'est de l'investissement. Il faut donc augmenter la part de l'investissement dans les fonds qui arrivent. Parce qu'on dit entre 65 et 85%, c'est de la consommation. Maintenant, il faut augmenter la part de l'investissement. Et ça, il faudrait, au-delà des déclarations politiques, que nos États puissent mettre en place des outils qui peuvent inciter la participation financière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mieux inciter la participation financière. Et ça, des pays l'ont démontré, comme le Nigeria ou comme ce que fait le Mali. Parce qu'aujourd'hui, l'émission de bons diaspora permettrait, par exemple, aux immigrés qui sont ici, et je le dis souvent, ça fait partie d'un des objectifs du Fonds solidaire de la diaspora, de pouvoir accéder au marché obligataire, c'est-à-dire que de pouvoir acheter des obligations d'État quand l'État du Sénégal veut lever des fonds, de pouvoir accéder au marché des actions des entreprises qui sont cotées à la BRVM d'Abidjan, ou de pouvoir simplement participer à des projets d'investissement locaux, c'est-à-dire que si demain il y a un projet d'investissement d'une usine de transformation qui doit créer 1000 emplois au Sénégal, si la diaspora est organisée autour de fonds, en tout cas en fonction des structures qu'on peut imaginer, nous pouvons systématiquement prendre des prises de participation dans ces projets de développement. Et c'est ça l'approche de l'impact investing que nous théorisons aussi dans le cadre du Fonds solidaire de la diaspora. Parlons des coûts de transaction qui sont très chers et aider ces proches ne devait pas coûter plus cher. C'est le slogan de la plateforme que votre groupe Save Solution a lancé.
MPOK. MPOK, ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, MPOK, c'est la marque commerciale de Safe Solution Group, qui est une entreprise spécialisée dans les services financiers mobiles, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la banque évolue, on arrive dans ce qu'on appelle le mobile banking, la banque mobile. Donc, aujourd'hui, le taux de pénétration du mobile est extrêmement dense en Afrique. Nous sommes aux alentours de 90% et de façon corrélative, le taux de pénétration de la banque, le taux de bancarisation est très faible. En Afrique, on est en moyenne 20%. Donc, le téléphone devient un outil de développement. Ça fait qu'avec le téléphone, on peut participer à l'inclusion financière. Donc, avec le téléphone, on participe à ramener les populations qui ne sont pas bancarisées dans le système. Donc, on leur donne un accès aux services financiers. Et c'est ce que la vision de Safe Solution Group, c'est ça. C'est d'abord de déployer des plateformes de services financiers mobiles pour accélérer l'inclusion financière en Afrique et aussi baisser les coûts. Et c'est tout le sens de la plateforme MPOK que nous avons lancée en Europe, en Amérique, donc l'Amérique du Nord. Et aussi, nous avons MPOK Europe Limited qui est basé à Londres, que je dirige. Et nous avons MPOK Asia qui est basé à Singapour, MPOK Latam dont le siège est à Barcelone pour la zone Amérique latine. Et avec MPOK, donc c'est une application mobile qui est disponible dans les stores, sur Apple et sur Play Store, que les gens peuvent télécharger, s'inscrire. Nous sommes établissement émetteur de monnaie électronique en zone euro, donc avec toute la réglementation bancaire qui s'y est. Et les gens peuvent, depuis leur téléphone, sans se déplacer, faire des transactions de transfert d'argent à l'autre bout du monde. Donc en Afrique, nous couvrons 35 pays avec notre partenariat stratégique que nous avons sur place, là-bas, pour ne pas faire de publicité. Et donc, nous permettons aujourd'hui aux immigrés, sans se déplacer, de pouvoir faire du transfert d'argent depuis le téléphone en payant moins cher. Et plus encore, nous rattachons une carte bancaire prépayée, la carte Visa MPOK, que nous co-brandons ici en Europe avec notre partenaire bancaire. Donc on dit que le mobile permet aujourd'hui de baisser les coûts. Parce que, vous savez, quand un réseau a des agences physiques, ça a un coût de création d'agences, de fonctionnement. Forcément, tous ces coûts-là, dans le business plan, sont répercutés dans le prix. Et c'est pourquoi le coût du transfert d'argent demeure encore très cher vers la zone Afrique. C'est ce que nous disons tout à l'heure. L'un des premiers enjeux, nous devons baisser les coûts et après mobiliser l'épargne. Maintenant, pour baisser les coûts, les services financiers mobiles, c'est une nouvelle forme qui permet aux opérateurs de baisser les coûts. Parce que comme je disais, quand il y avait qu'un seul opérateur, il fixait ses tarifs. Maintenant qu'aujourd'hui, on peut, depuis son téléphone, sans faire recours à qui que ce soit, faire sa transaction, forcément on baisse les coûts. Et c'est le sens de la plateforme MPOK que nous déployons, qui permet à toutes les diasporas, en tout cas d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, de pouvoir envoyer des flux chez eux à moindre coût. Et cette même plateforme embarque aussi des solutions de airtime, donc de recharge de crédit téléphonique. Nous chargeons aujourd'hui à peu près 400 opérateurs téléphoniques dans environ 120 pays. Donc on couvre presque la quasi-totalité. C'est-à-dire que depuis la plateforme MPOK, l'application, on peut charger le téléphone au Sénégal, de tous les opérateurs, en Afrique, en Asie, aux États-Unis et même aussi les réseaux prépayés ici en Europe. C'est-à-dire qu'à 20h ou à 22h, quand tout est fermé, avec la plateforme MPOK, on peut acheter du crédit ou faire du transfert. Nous faisons aussi des paiements de factures, donc nous faisons tout ce qui est service financier. Il y a beaucoup de services en fait qui sont là. Et ça participe aussi, comme je dis, nous interconnectons des écosystèmes. L'idée de MPOK ici, c'est de connecter, nous sommes en train de lancer au Cameroun notre première plateforme qu'on va appeler Sahel Money au Cameroun avec notre partenaire bancaire qui est le Crédit du Sahel, qui est la banque leader dans toute la partie septentrionale du Cameroun. Donc avec Sahel Money, nous allons participer à l'inclusion financière au Cameroun, participer aussi à baisser les coûts au Cameroun, surtout dans une zone, dans le nord du pays qui est très, en tout cas aujourd'hui menacée par Boko Haram. Donc nous allons participer à la réduction de la pauvreté avec notre partenaire qui existe là-bas depuis 20 ans, qui est la banque leader dans le nord du pays. Puis après, nous devons déployer un écosystème en Afrique de l'Ouest. Dakar a été choisi comme devant abriter le siège de MPOK Africa Limited. Ce sera à Dakar pour couvrir la zone de l'UMOA. Et l'idée, c'est que nous pensons que quand nous interconnecterons toutes les plateformes de services financiers mobiles, nous allons faire le même système que les SWIFT, que les banques avaient fait il y a quelques années, pour qu'on puisse aujourd'hui de MPOK envoyer des flux vers M-Pesa ou de MPOK envoyer des flux vers Johnny Johnny ou vers Money Express. Et là, on pourra encore baisser les coûts, puisque plus on va baisser les coûts, les immigrés pourront encore donner plus, ou bien en tout cas faire des économies. Quelle doit être la vraie place de la diaspora sénégalaise dans la définition politique nationale? Alors vous savez, quand des gens envoient 10% du PIB d'un pays, donc forcément c'est quand même une contribution importante dans la marche du pays.
nous disons que la diaspora ne doit plus être considérée juste comme un territoire électoral, puisque c'est très souvent le cas aujourd'hui, le débat au niveau de la diaspora. Tout le monde veut être député de la diaspora, mais ce n'est pas ça les véritables enjeux. Les véritables enjeux, c'est comment faire, à l'instar des autres grandes diasporas, comme la diaspora chinoise, qui est à l'origine de l'avancée de la Chine aujourd'hui, puisque ce sont des gens qui sont partis, qui ont accumulé des compétences, des connaissances, beaucoup d'argent, et qui sont partis investir dans leur pays pour créer de la valeur, pour créer de la richesse, pour que la Chine puisse être aujourd'hui le moteur de la croissance mondiale. Nous pensons que la diaspora sénégalaise, africaine, qui est arrivée ici bien avant d'autres diasporas, doit pouvoir enfin se réaliser, c'est-à-dire être sérieusement prise en compte dans la définition de nos politiques publiques. Mais cela, au-delà des contingences politiciennes, c'est-à-dire que quand des enfants du Sénégal envoient plus que l'aide publique au développement, 2 fois plus, nous devons les considérer, ces enfants du Sénégal-là, comme de véritables partenaires au développement, c'est-à-dire discuter avec eux pour voir quelles sont les synergies que nous devons mettre en place pour mieux accélérer et pour mieux inciter la participation financière. Je voudrais aussi à travers ça rendre un vibrant hommage à tous les fils du Sénégal qui à travers le monde entier font des choses exceptionnelles et qui méritent d'être connus. Et je pense que le Sénégal regorge de talent, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora. Et si le Sénégal mène une véritable politique d'incitation à la participation de la diaspora, parce que vous savez, au début, l'immigration était considérée comme une fuite des cerveaux, mais maintenant ça a changé. Ces cerveaux qui ont certainement peut-être qui sont partis et qui ont accumulé des compétences, maintenant doivent revenir pour faire bouger les choses au pays. Et donc ça devient une richesse à exploiter. Et il serait dommage que tous ces talents du Sénégal et d'Afrique, qui sont un peu partout dans le monde, soient en tout cas utilisés par d'autres pays, alors que nos pays doivent les inciter à venir, aussi bien financière, intellectuelle, dans la recherche, dans la science, dans la santé, dans l'éducation. Il y a beaucoup de talents au niveau de la diaspora et on gagnerait. Bien sûr. Vous êtes initiateur du Fonds solidaire de la diaspora, qui veut utiliser en fait tous les fonds de la diaspora pour... Vous en êtes où? Alors aujourd'hui, on est depuis 2014, vous savez que nous discutons sur la mise en place du Fonds solidaire de la diaspora, qui, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, nous voulons simplement mutualiser l'épargne des migrants pour pouvoir avoir des leviers et créer des transitions économiques pour participer au développement de notre pays. Des études de la Banque mondiale ont démontré qu'il y a à peu près 54 milliards de dollars que les Africains ont gardé dans les banques du Nord. 54 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Si nous mobilisons l'argent, je parle de l'épargne des migrants, à travers un fonds, au bout d'une période bien déterminée, nous pouvons activer d'autres leviers. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut bien que les gens comprennent que le problème du financement des économies en Afrique, ou précisément au Sénégal, que le problème, le frein à la création d'entreprises, c'est le financement. Et ça, la diaspora n'est pas exclue dans ça. Donc concrètement, aujourd'hui, 90% du paysage économique du Sénégal est constitué par les PME, les petites et moyennes entreprises, 90%. Et nous savons que 80% des demandes de crédit de ces PME sont rejetées par les banques. Et nous savons que dans ces 80% de rejet, les 51%, c'est un manque de garantie. Et donc on se dit, la diaspora n'échappe pas à ces conditions. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous pouvez ouvrir un compte dans une banque sénégalaise, vous gagnez bien votre vie. Le jour où vous allez vouloir faire un crédit, la banque va vous dire on a un problème de garantie, vous n'habitez pas ici, etc. Donc c'est global. Et c'est pourquoi, je pense, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de dispositifs, comme le Fonds 6, comme le Fonds JIP, comme le FES, par exemple, pour la diaspora, et d'autres dispositifs. Sauf que nous disons que c'est bien d'avoir mis en place ces dispositifs, et la BNDE. Mais il y a des parties qui ne sont pas prises en compte. Dans ce qu'on appelle le venture capital, le capital création, quand on veut créer une entreprise, il y a plusieurs phases. Il y a le pré-amorçage, l'amorçage, la création, puis le capital développement. Et quand vous parlez du Fonds 6, c'est des investissements stratégiques. On est dans des fourchettes de 300 millions. Quand vous avez un projet de 5 000 €, vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas éligible. Pareil, on a parlé du FES, nous, on sait que ça ne marchera pas. Beaucoup le décrit en fait comme étant juste une démarche politique, quoi. Non, moi je ne vais même pas rentrer dans des débats comme ça pour dire que c'est juste politique. Je dis, quand on prête de l'argent, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des ratios de solvabilité. C'est-à-dire qu'on dit,
quand il y a de l'argent qu'on prête, il y a un fonds de dépôt, il faut protéger ce qu'on appelle les ratios de solvabilité, les dépôts. Quand on prête de l'argent à des gens, il faut s'assurer que ces gens-là vont rembourser pour qu'on puisse prêter à d'autres. Donc nous avons vu dans ce fonds qu'il n'y a aucun critère de ratio de solvabilité qui a été respecté. Il n'y a aucune garantie parce qu'il n'y a nulle part au monde où on va prêter à des gens sans critères, sans garantie et que espérer que les gens remboursent. Donc si on veut que ce fonds réussisse, parce que je pense que l'idée d'un fonds pour accompagner les initiatives de la diaspora est très noble, mais il faut le réussir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste mettre un fonds pour donner de l'argent à des fins politiciennes, comme on dit. Il faut mettre en place du sérieux là-dessus, avec des critères de solvabilité, des garanties pour que chaque personne à qui on alloue un crédit puisse être en mesure de rembourser pour qu'on puisse reconstituer les fonds propres et prêter à un plus grand nombre. Donc voilà ce que nous disons. Et donc nous pensons que aujourd'hui, le Fonds solidaire de la diaspora, tout comme d'autres initiatives qui puissent exister, c'est juste pouvoir mobiliser l'épargne. À l'instar, je donne... Là, c'est quoi la phase actuelle en fait? La phase actuelle, on a vu que vous avez lancé... voilà, nous l'avons lancé en 2014, donc c'est une marque déposée, le FSD, et nous avons démarré par l'Italie. Pourquoi? Puisque selon la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sur les fonds qui arrivent au Sénégal, 82% arrivent de l'Europe. Et dans les 82% qui arrivent de l'Europe, les 40% proviennent de l'Italie, contre 20% en France. Donc l'Italie envoie 2 fois que la France. Et c'est pourquoi nous avons dit, pour se donner les moyens de réussir, nous devons commencer en Italie. Et c'est là où j'étais parti rencontrer nos amis en Italie, par le canal de nos amis de la télévision Diaspora 24, que je remercie, que je salue au passage, puisqu'ils nous aident beaucoup sur la communication. Nous avons mis en place un comité de pilotage avec des associations en Italie. Et ce comité de pilotage, depuis 1 an et demi, fait le tour de l'Italie pour rencontrer toutes les associations et les fédérations d'associations, parce que c'est un projet qui doit mobiliser toutes les ressources, les banquiers, les financiers, les communicants, les responsables associatifs, donc vraiment tout le monde. Nous avons, pendant ce temps-là, lancé d'autres rencontres avec des institutionnels, avec des établissements de banque, de microfinance. Et donc, nous sommes aujourd'hui à la phase de terminer le travail et le comité de pilotage devrait faire le rendu pour qu'on puisse passer maintenant à la création de la coopérative d'intérêt collectif, la société coopérative d'intérêt collectif qui sera le support pour lancer les premières opérations. Est-ce que ça va s'appeler au terme Banque sénégalaise de l'extérieur? Non, parce que c'est le Fonds solidaire de la diaspora. Dans la vision qui est la nôtre, nous allons commencer par le Sénégal pour demain aller vers une dimension panafricaine. Parce qu'encore une fois, nous pensons que le Sénégal tout seul ne peut pas s'en sortir. Il faut, ça aussi, ça fait partie de notre vision. Nous pensons que dans le monde où nous sommes de plus en plus globalisés, en perpétuelle mutation, les pays africains doivent s'accorder par faire l'intégration et nous devons avoir cette dimension panafricaine. C'est pourquoi le Fonds solidaire de la diaspora, nous allons démarrer par le Sénégal, qui est le pays pilote, puis nous pensons pouvoir le déployer sur le Mali, qui est un grand pays qui accueille, puis après dans d'autres pays comme le Nigeria. Donc vraiment, nous pensons en faire vraiment une vision, parce que quand on dit diaspora, il serait dommage de la c'est plus large en fait. Voilà, au Sénégal. Qu'est-ce qui explique l'absence des banques africaines sur le sol européen? Mais écoutez, plusieurs raisons. D'abord parce que vous savez qu'on est dans un système où il faut protéger les institutions. Donc forcément... Si on parle de l'Afrique, de toute façon, il y a la présence énorme non, il y a beaucoup de banques africaines qui sont en France, mais qui sont dans ce qu'on appelle des bureaux de représentation. C'est-à-dire vont payer de l'argent à des banques qui sont déjà qui sont sous licence, et ces banques-là les représentent. C'est ce qu'on appelle le correspondent banking. Donc, il suffit juste de faire des flux de corporate, de banques d'affaires, ou dans une certaine mesure, des banques qui ont commencé à faire de la bibancarisation. C'est le cas du groupe Bank of Africa qu'on a parlé tout à l'heure, que j'ai dirigé pendant 5 ans à Marseille, qui fait un travail exceptionnel pour bancariser depuis la France, depuis la diaspora, les Sénégalais, pour leur permettre d'avoir des comptes dans leur pays de départ. Donc, mais il faut savoir qu'il y a des freins, puisqu'il n'est pas facile d'ouvrir une banque ici, puisqu'il y a, au-delà de mobiliser les fonds nécessaires pour le capital minimum requis, il y a aussi tous les critères, les ratios de solvabilité, et il y a donc plein de choses. Maintenant, nous pensons, avant d'arriver à cette phase ultime, qui doit être la fin du processus, puisque les Marocains sont là, les banques marocaines sont là, et malheureusement, même les banques qui étaient africaines, à la base,
ont été rachetés par les grands groupes marocains, qui sont aussi des Africains, mais avec une vision qui n'est pas totalement solidaire par moment. Donc nous pensons que l'aboutissement du processus doit être la mise en place de véritables banques de développement, banques d'investissement pour la diaspora. L'Union africaine fait des travaux intéressants pour mieux mobiliser les transferts d'argent. Et le Sénégal gagnerait aujourd'hui à mettre en place une banque d'investissement de la diaspora. Si cela arrivait, toutes ces initiatives comme le Fonds solidaire de la diaspora ou tant d'autres qui sont imaginées par d'autres Sénégalais pourront venir s'agréger à cette banque d'investissement, puisque l'idée c'est à la fin, c'est mobiliser l'épargne des migrants, créer des passerelles de transition économique pour financer des projets de développement en Afrique. Dans l'approche de l'impact investing, créer de la valeur du pouvoir d'achat localement, ça va soulager non seulement nos politiques publiques, parce qu'on va créer de l'emploi sur place, je pense que c'est le défi majeur de tout gouvernement, créer de l'emploi, mieux encore, soulager la vie de l'immigré qui va certainement envoyer moins, puisque les gens à qui il a envoyé maintenant peuvent avoir des ressources localement. Parlons du franc CFA qui pose les questions d'indépendance, de souveraineté et de développement. Est-ce que le franc CFA bloque le développement de l'Afrique? Absolument, Lamine, Pape Matar plutôt. Vous savez, cette question-là, personne ne la pose maintenant. Tout le monde sait que le franc CFA est un frein pour le développement de l'Afrique. Et d'ailleurs, je pense que même nos amis français savent qu'on doit évoluer naturellement. Pourquoi? Parce que vous avez parlé effectivement de termes de souveraineté. La souveraineté peut être vue sous plusieurs angles. En termes de souveraineté extérieure, c'est la capacité d'avoir une armée, une diplomatie. La souveraineté du point de vue intérieur, c'est d'avoir le monopole de la violence légitime pour un État, c'est d'avoir une police, une gendarmerie, une justice, des cours et tribunaux. Et ce qu'on appelle aussi la souveraineté économique, c'est la capacité de battre monnaie, de contrôler les marchés financiers, tout simplement. Et donc, la notion de la monnaie elle est importante, parce que vous savez que la monnaie joue deux grands rôles. La monnaie, c'est un instrument d'échange, et aussi la monnaie c'est une réserve de valeur. Donc c'est un instrument de paiement avec un pouvoir libératoire, soit pour échanger des biens ou pour éteindre une dette. Donc battre monnaie fait partie des attributs de souveraineté. Alors pourquoi aujourd'hui on dit que le franc CFA est systématiquement contre l'Afrique? C'est très simple. Et vous me permettrez d'expliquer les principes fondamentaux du franc CFA et nous démontrerons point par point comment ça ralentit le développement de nos pays. Il y a 4 grands principes qui fondent le franc CFA, qui est naturellement la continuation de la colonisation par d'autres moyens. Puisque quand on a théorisé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, forcément la puissance coloniale devait trouver un autre moyen de maintenir sa mainmise. C'est là où on a institué la zone CFA à l'époque, la communauté des Françaises d'Afrique. Puis après, ça a évolué un peu dans la sémantique. 4 principes fondent le franc CFA. Le premier principe, c'est la fixité de la parité par rapport à la monnaie ancre, par rapport à la zone euro. C'est-à-dire que la parité est fixe par rapport à l'arrimage que nous avons sur la zone euro. 1 euro égale 655,957 francs CFA. Donc, le premier principe, c'est la fixité de la parité. Le deuxième principe du franc CFA, c'est la garantie de convertibilité illimitée du trésor français. C'est-à-dire que c'est le trésor français qui garantit la convertibilité du franc CFA et cette garantie, elle est illimitée. Le troisième principe, c'est la libre transférabilité des fonds. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, la libre transférabilité des fonds et qui est aujourd'hui aussi un véritable frein et nous allons le démontrer. Et le quatrième principe, c'est la centralisation des réserves de change. Centralisation à 2 niveaux. D'abord, centralisation au niveau des banques centrales, c'est-à-dire que tous les pays de la zone BCEAO ou les pays de la zone CEMAC centralisent leurs réserves de change dans les banques centrales. Et ces banques centrales vont centraliser leurs réserves de change auprès du compte d'opération qui est ouvert auprès du Trésor public français, qui stipule que ces banques centrales doivent bloquer 50% de leurs avoirs extérieurs sur le compte d'opération du Trésor français. Donc 4 principes. Alors quand on prend point par point, la fixité, le principe de la fixité de la parité est extrêmement bloquant pour une économie. Parce que nous sommes, nous, des économies de marché. C'est-à-dire que dans une économie de marché, on part du principe que ce sont les ventes qui doivent financer les achats. C'est-à-dire que le Sénégal va vendre et avec ses recettes, il va acheter. Et la balance, elle est déficitaire.
depuis longtemps, parce que vous savez que la détérioration des termes de l'échange fait que la voiture Renault de 1960, le prix de la voiture Renault de 1960 et le prix de la voiture Renault en 2016 a extrêmement grimpé. Sauf que le prix du kilo de l'arachide de 1960 à aujourd'hui n'a pas beaucoup fluctué. Donc, quand aujourd'hui on a mis en place le franc CFA, vous savez, dans une zone monétaire, il y a ce qu'on appelle, ce que l'économiste Mundell a théorisé, c'est le père fondateur de l'euro, c'est un économiste canadien. Il dit que dans une zone monétaire, le principe de la zone monétaire optimale, c'est que nous devons faire circuler les facteurs de production, dont le facteur travail. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de circulation des facteurs de production dans la zone BCEAO. Pourquoi? Parce que quand on a arrimé, quand le taux de change est fixe, c'est-à-dire qu'un euro égale 655,957, on ne peut pas faire face à ce qu'on appelle les chocs extérieurs, les chocs asymétriques, comme par exemple la baisse du prix du baril du pétrole. Et c'est là où c'est intéressant. Quand le pétrole baisse et que notre monnaie a un taux de change fixe, c'est-à-dire que quel que soit ce qui va se passer, que ce soit des chocs intérieurs comme la sécheresse ou une invasion des criquets, ou en tout cas des inondations, notre taux de change est fixe. On ne peut pas utiliser des leviers pour faire adapter notre économie par rapport au choc. Quand il y a un choc extérieur, comme par exemple la chute du cours du pétrole, la fixité du taux de change CFA-euro est bloquant, puisque, prenez le cas du Nigeria ou de la Chine, quand les prix baissent, le Nigeria dévalue le Naira pour permettre aux entreprises de se relancer en termes de compétitivité. Nous n'avons pas cette flexibilité. Et il y a deux choses, soit on joue pour faire face aux chocs extérieurs, on joue sur la flexibilité d'un taux de change flottant que nous pouvons arrimer soit sur un panier de devises ou le faire flotter sur un panier de devises, d'évaluer pour permettre à nos entreprises d'être compétitives, pour faire face, ou bien on a la circulation des facteurs de production, c'est-à-dire que faire circuler le facteur travail. Il n'y a pas de travail au Ouagadougou, on peut faire circuler le travail. C'est aujourd'hui ici en zone euro. Les gens peuvent quitter Paris pour aller travailler à Bruxelles sur le même niveau, le même standard. Dans notre zone, l'intégration n'est pas optimale. Donc il n'y a ni circulation des facteurs de production, il n'y a pas de taux de change, donc le taux de change est fixe et ça ne nous permet pas de réagir aux chocs extérieurs. Premier problème. Deuxième problème, le principe de la libre convertibilité, elle est fausse, elle est virtuelle. Pourquoi? Parce que quand vous prenez du franc CFA de la zone BCEAO, vous ne pouvez pas la convertir avec le même franc CFA de la zone CEMAC. Si vous prenez du franc CFA au Sénégal, vous ne pouvez pas la convertir, vous ne pouvez pas convertir cette monnaie au Cameroun, alors que c'est la même, c'est le CFA. Ça veut dire que la convertibilité illimitée, elle est virtuelle, elle est fausse. Et pourquoi? C'est entravant, puisque les échanges entre les pays du Sud, nos pays de la zone, c'est 11%. Ce qui est extrêmement faible, parce qu'effectivement, on ne permet pas à nos économies d'être bien intégrées, et pourtant, on est censé avoir la même monnaie. Donc, la convertibilité illimitée, elle est virtuelle. Et ça entrave les échanges. Ça veut dire que pour commercer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est très difficile, puisque la monnaie n'est pas convertible, alors que c'est du franc CFA. Donc, la convertibilité, elle est fausse. Le principe de libre transférabilité des fonds est extrêmement dangereux aussi. Pourquoi? La SNUCED a démontré que des indépendances à aujourd'hui, à peu près 400 milliards de dollars, il y a une fuite de capitaux d'environ 400 milliards de dollars. Et cette fuite des capitaux est facilitée par le principe de la libre transférabilité des fonds. C'est-à-dire que vous prenez tout de suite 1 milliard de francs CFA, vous pouvez le transférer tout de suite en X euros avec le principe de libre transférabilité des fonds. Ça facilite les détournements de fonds et la fuite des capitaux. Si on avait une monnaie qui n'avait pas de libre transférabilité, par exemple, prenez le cas de la Tunisie, la Banque centrale de Tunisie contrôle la sortie des fonds, puisque la masse monétaire, elle est importante pour réguler l'économie, pour les questions d'inflation, de déflation. Donc, le principe de la libre transférabilité est extrêmement dangereux pour nos économies qui sont très faibles et qui ont besoin que l'on contrôle la masse monétaire. Quatrième point, la centralisation des réserves de change. Alors, c'est très simple. Si on nous demande aujourd'hui de bloquer 50% de nos avoirs extérieurs au niveau du compte d'opération de la Banque de France, c'est-à-dire que quand on vend 100, les 50, on doit les bloquer ici. Ça, c'est juste hallucinant. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que, et je pense aussi, il faut reconnaître que les autorités africaines font des pas extrêmement importants, puisqu'au dernier sommet de Malabo de l'Union africaine, il y a eu des initiatives fortes qui ont été prises.
On a annoncé la création du Fonds monétaire africain, de la Banque africaine d'investissement et du fonds donc il y a une troisième institution qui a été aussi créée en tout cas dans les statuts, et l'objectif est d'aller à l'horizon 2020 à une monnaie commune, parce qu'il nous faut, pour accélérer le volume des échanges entre les pays du Sud, pour permettre d'avoir une réalité économique, parce qu'une monnaie doit refléter la réalité économique. Le franc CFA ne reflète pas la réalité économique de nos pays. Et cette garantie, cette fixité ne nous permet pas de réagir au choc. Et donc nous devons aujourd'hui imaginer comment faire. Mais il ne faut pas dire que rien n'existe. Il y a des avancées, parce que aussi bien l'Union africaine que la CEDEAO, que d'autres zones régionales sont en train de faire des travaux importants. Maintenant, il faut aussi qu'on se dise, nous, en tant qu'Africains, il y a des blocages que nous-mêmes, nous sommes en train de mettre sur place. Et je voudrais rapidement parler de ces blocages. C'est les antagonismes qui existent en Afrique. Bien sûr. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Big Five. C'est le club des 5 grands contributeurs à l'Union africaine. C'est le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Libye. Non, le Maroc n'est plus membre, et la Libye. Le Maroc n'est plus membre de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est un grand problème. Donc ces 5 pays qu'on appelle le Big Five se disputent le leadership. Donc on arrive dans une configuration où, par exemple, prenons l'Afrique de l'Ouest. Nous avons l'UMOA qui existe depuis, je pense, 95, donc depuis en tout cas 13 ans, et nous avons la CEDEAO, ECOWAS, qui existe depuis plus longtemps, dont le leader incontestable est le Nigeria, qui est aujourd'hui la première puissance africaine. Donc forcément, le Nigeria tend à assurer son leadership dans les discussions. Quand on vient au niveau de l'UMOA, les 13 pays qui parlent français, plus la Guinée-Bissau, eux, ils se targuent de presque 15 ans d'intégration, avec la Côte d'Ivoire comme tête de poule. Et quand ils viennent, ils disent, ben, nous, UMOA, nous avons une avance sur l'intégration, et le Nigeria est là en disant, non, c'est pas ça, nous sommes les premiers. Donc au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Afrique, nous avons ce problème de leadership. Ils ont trouvé un consensus, parce que quand le Fonds africain, le Fonds monétaire africain a été fixé, on avait dit qu'il fallait à peu près 22 milliards de dollars de capital. Et le consensus qu'ils avaient trouvé, parce que chacun voulait être le dirigeant, on a dit chaque État qui apporte une contribution à hauteur de 3,5% aura un droit d'administration, c'est-à-dire qu'il aura un droit de vote en tant qu'administrateur. C'est le consensus qui a été trouvé. Ça fait partie aussi de ce qui ralentit le processus. Il faut que nous, Africains, que nous le sachions. D'autres entraves existent, c'est effectivement la différence de culture et de langue. Parce que nous sommes dans des zones, vous avez le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire qui parle français, la Guinée-Bissau qui parle espagnol, qui parle portugais, la Gambie, le Ghana, le Nigeria qui parle anglais. Et donc naturellement, vous savez, il y a des influences qui font que aussi chacun veut préserver quelque chose. Mais nous pensons que, vous savez, c'est un combat de génération. Il faudra que, parce que l'Union européenne, les Européens ont compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. La France et l'Allemagne se sont réunis autour du charbon et de l'acier. C'était le motif de leur guerre en 1951 pour créer la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était le point de départ. Puis le traité de Rome en 1957, puis on est arrivé marché commun, Schengen, Maastricht, avant d'arriver à libre-échange, marché unique, avant d'arriver aujourd'hui à la belle histoire de l'euro. Et l'Union européenne est la première nation commerçante du monde. Ils l'ont fait. L'Europe de la défense pourtant a échoué, l'Europe politique peine à voir le jour, mais ils ont au moins fait l'Europe économique. Nous pensons que les États africains doivent dépasser leurs antagonismes de leadership. Nous savons pertinemment et concrètement que le franc CFA est un frein, puisque nous l'avons démontré par le système de fonctionnement. Et d'ailleurs, dans la structuration des banques centrales, je pense qu'il y a à peu près 16 administrateurs à la BCEAO, dont 2 Français qui ont droit de veto. Donc après la messe est dite. C'est un problème, ouais. Donc voyez-vous, et dans les statuts, je pense que c'est un article de la Banque centrale qui dit que c'est la Banque centrale qui définit la politique monétaire de la zone. Alors dans les gens qui définissent notre politique monétaire, il y a naturellement des administrateurs étrangers, plus maintenant c'est la centralisation des réserves, plus le fait que nous ne sommes pas en mesure de réagir aux chocs extérieurs, à ce qu'on appelle les chocs asymétriques, plus le manque de circulation des facteurs de production. Je pense que la démonstration est claire, hein? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Un mot sur les APE, ces accords de partenariat économique
qui reçoivent une avalanche de critiques en fait, de libre-échange entre les pays africains et l'Union européenne. Quelle est votre opinion là-dessus? Non, mon opinion, je pense, est celle de la majorité des observateurs avertis de la situation. Parce que vous savez, Pape Matar, gouverner, disait un grand homme politique français, ce n'est pas plaire. C'est prendre le cours, c'est prendre le risque de changer le cours de l'histoire et d'en assumer les conséquences. Et un autre grand homme politique français avait dit que les grands pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Nous sommes d'accord, sauf que dans cette histoire-là, nous devons défendre les intérêts des Africains et des générations futures. C'est très simple. L'APE, l'accord de partenariat économique, vise naturellement, dans son essence, à aider le développement économique de l'Afrique en apportant une croissance inclusive et doit aider l'Afrique à s'insérer, à mieux s'insérer dans le commerce mondial. C'est ça le fondement de l'APE. Sauf que, dans la pratique, la réalité elle est tout autre. Puisque quand il y a, depuis les accords, parce que tout est parti des accords de Lomé, la convention de Lomé, en 2000, avant 2000, il y a le système de préférence généralisée qui a été attaqué par des producteurs d'Amérique latine avec les États-Unis auprès de l'OMC pour le système de préférence. En 1995, l'Union européenne a entamé de nouvelles discussions avec ce qu'on appelle les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et c'est là où le point de départ des APE. Mais concrètement, quand on prenons le cas du Sénégal aujourd'hui, la suppression des barrières douanières sur la période 2020-2035 va nous faire perdre 21 milliards d'euros en recettes douanières, 21 milliards d'euros sur cette période 2020-2035. Au même moment, de façon corrélative, j'appelle ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent qui, de belle manière, nous dit que sur la même période 2020-2035, nous devons avoir une croissance inclusive basée sur nos ressources nationales. Alors, comment on va laisser partir 21 milliards de dollars sur la même période, 21 milliards d'euros sur la même période, et aujourd'hui vouloir signer ces accords-là? Sauf que le Sénégal a officiellement donné son autorisation à signer ces accords. Non, c'est ce que je dis, c'est ce qui est dommage, puisqu'on ne peut pas être contradictoire. On ne peut pas dire qu'on a un plan Sénégal émergent qui doit, sur la période 2020-2035, aboutir sur une croissance inclusive, partant sur des ressources locales, et en même temps concéder la suppression de 21 milliards de droits de douane sur la même période. Parce que tout le monde sait que les droits de douane au Sénégal, c'est à peu près 50% de notre budget. Maintenant, ce que nous disons, c'est que ces APE-là, si l'Europe veut aider l'Afrique à mieux s'insérer dans le commerce mondial, on ne va pas dire non, mais il faut que la relation soit juste. Pour qu'une relation soit durable, il faut qu'elle soit juste. Elle n'est pas juste parce que nos intérêts ne sont pas bien défendus et je pense que nous ne devons pas signer les accords tels quels. C'est ce que l'Europe refuse de signer avec les États-Unis. Et nous acceptons de signer pire encore. L'Union européenne, au moment où je vous parle, refuse de signer des accords comme ça avec les États-Unis. Alors pourquoi nous devons signer cet APE-là? Non, nous devons rediscuter, renégocier, parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et nous ne devons pas signer des choses pour enchaîner nos enfants demain. Et c'est ce que je disais, nous devons rendre possible ce qui est nécessaire pour nos populations. Et rendre possible ce qui est nécessaire pour nos populations, c'est effectivement de poser des actes d'intérêt général, même si ça doit être une entreprise sacrificielle aujourd'hui pour nous, parce que nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de nos enfants en signant des accords comme ça. Il faut que la relation soit beaucoup plus équitable, pour que la relation soit plus durable. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est, Pape Matar, je voudrais vraiment vous remercier. Vous remercier pour le travail exceptionnel que vous êtes en train de faire avec toute l'équipe de la Mourchid TV et à travers vous remercier toutes les initiatives des fils du Sénégal et d'Afrique à travers le monde entier qui se battent pour faire rayonner notre pays. Dans la vision qui est la nôtre, nous pensons que c'est ensemble qu'on arrivera avec en tout cas des initiatives comme ça, crédibles, pour mettre en lumière, comme vous le dites si bien, le carrefour des valeurs, nos valeurs, parce qu'une valeur elle est universelle. Une valeur elle est universelle. Donc si nous mettons sous la lumière toutes ces valeurs-là, toutes ces compétences du Sénégal et de l'Afrique, nous pourrons arriver dans un monde beaucoup plus harmonieux, parce que je pense qu'il n'appartient pas aux politiques européennes de fixer nos populations là-bas, il appartient à nos hommes politiques de répondre de façon adéquate aux préoccupations de nos populations pour que ces gens-là se sentent bien chez eux pour ne plus être obligés de se déverser et de prendre des bateaux et de venir mourir dans l'Atlantique. Donc c'est un message d'espoir et d'espérance que nous lançons, de remerciement et de prière aussi pour que vos initiatives comme ça puissent prospérer et que aussi appeler tous les compatriotes de la diaspora, en tout cas tous les fils d'Afrique, à soutenir des initiatives comme ça
pour qu'ensemble nous puissions faire bouger les lignes au profit de nos populations. Merci, M. Babacar Ba, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'était M. Ba, banquier consultant international, qui est en train d'abattre un excellent boulot au sein de la diaspora africaine ici en Europe. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'était Carrefour des valeurs sur la chaîne des valeurs.